Merci d'être resté avec nous. Douleurs abdominales, diarrhée, fièvre, vomissements. 250 000 personnes sont victimes d'intoxications alimentaires chaque année en France. Des intoxications qui peuvent avoir des conséquences graves. 15 000 entraînent effectivement une hospitalisation. 400 environ se soldent par un décès. Oui, alors on parle d'intoxication ou de toxi-infection alimentaire quand des aliments contaminés par des agents pathogènes, virus, bactéries, parasites, ont été ingérés. Plus de 200 maladies infectieuses sont transmises par l'alimentation. Parmi les bactéries, les salmonelles représentent la cause la plus fréquente devant les campylobactères. À elles seules, elles représentent environ 80% des infections alimentaires. Côté parasites, largement en tête, ce sont les agents de la toxoplasmose. Et côté virus, les norovirus, rotavirus, adénovirus entériques qui prédominent. L'intoxication alimentaire se manifeste en général après une période d'incubation de 12 à 36 heures. Alors les symptômes, on les a dit, les nausées, les vomissements, des douleurs dans le ventre et des diarrhées, parfois de la fièvre et des maux de tête. Mais d'autres signes beaucoup plus graves peuvent apparaître quand il s'agit de Listeria et Escherichia coli. Les Listeria peuvent provoquer une inflammation des méninges et du cerveau. Quant à Escherichia coli, les signes peuvent aller de la diarrhée simple à la colite hémorragique. C'est une inflammation grave du côlon. Fromage, charcuterie, produits de la mer, quels sont les aliments les plus à risque au restaurant, en collectivité et même à la maison? Quelles sont les règles à respecter pour éviter ces intoxications alimentaires? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur François Bricaire, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avec nous, Maëlle Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors Maëlle, on parle avec vous d'une actualité récente qui avait affecté plusieurs centaines d'écoliers. C'était le 9 mars. Ça a touché vos fils. En fait, au départ, vous gardiez un de vos fils, c'est ça? Oui, voilà, c'était le mercredi soir. Du coup, l'après-midi, je garde un des deux enfants, puisque mes parents gardent un autre. Et du coup, le mercredi soir, le petit, quand la maman arrive, est un peu faible. Et très câlin. En général, lui, quand il est malade, on le sait tout de suite, il demande à être à bras. Oui. Et pour le coup, c'est la première fois qu'il vomissait. Il avait 4 ans et voilà, il m'a vomi dessus le mercredi soir. Le grand, on a informé les grands-parents, mais il n'avait rien. Et lui, c'est le jeudi matin, du coup, qu'il a vomi. Le grand. Oui. Comment vous faites le rapprochement avec un problème qui se passe à l'école? On le fait, mais très tard, parce que on prend rendez-vous chez le médecin le jeudi soir, qui nous dit qu'elle a vu énormément d'enfants de la même école. Donc, comme c'est les épidémies de gastro à ce moment-là, on se dit, bon, il y a peut-être un problème sanitaire, un virus qui passe à ce moment-là. Et voilà, ça passe. Et c'est le vendredi où, dans le journal, il y a... qu'il y a une intoxication alimentaire, mais Nord-sur-Erne n'est pas cité. Moi, j'habite Nord-sur-Erne, c'est pas cité, et c'est le samedi matin que, du coup, toujours dans le journal, c'est cité. Mais c'est-à-dire que l'école vous a pas contacté, L'école nous a pas contacté. Et donc, quel plat était responsable, on a su ou pas? La piémontaise. L'ARS a dit que c'était la piémontaise. C'était quoi? Un virus? Un norovirus. D'accord. Piémontaise, c'est une salade dans laquelle il y a de la mayonnaise, une sorte de mayonnaise. Avariée. Qui devait être avariée. Là, on ne sait pas. Donc là, Maëlle parle de ses fils qui ont vomi. On nous demande quels sont les symptômes de l'intoxication alimentaire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils ont été dits, très bien. C'est les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, la diarrhée, qui est un des points les plus importants sans doute, avec éventuellement, mais pas toujours, de la fièvre. Ça dépend un petit peu des germes et des mécanismes de déclenchement de cette intoxication alimentaire. Alors quand ça devient plus sérieux, parce qu'il y a des germes qui sont... responsable de formes plus sérieuses, ça peut donner des signes hémorragiques avec une hémorragie due au saignement du côlon. Ça peut donner des syndromes méningés, des méningites et des méningites qui sont souvent graves. Et puis, il peut y avoir des problèmes, et en particulier, c'est à signaler chez les femmes enceintes qui peuvent être beaucoup plus fragiles vis-à-vis de ces intoxications alimentaires. Et puis, il y a des insuffisances rénales aussi qui peuvent être graves après des infections par des Escherichia coli. Il y avait eu des cas avec des steaks hachés. Exactement, c'est ces steaks hachés qui avaient donné des syndromes hémorragiques et des insuffisances rénales. Alors, on nous demande au bout de combien de temps les symptômes d'intoxication apparaissent. Marina a dit entre 12 et 36 heures. Ça veut dire, par exemple, pour être concret, on commence à avoir des problèmes digestifs à midi.
leur repas incriminé peut être soit le dîner de la veille, soit le déjeuner de la veille, soit le dîner du jour précédent. Oui, alors là encore, selon les germes, il y a des périodes d'incubation qui sont variables. Il y a des choses qui sont très courtes, qu'on voit de plus en plus, qui sont dues à des toxines qui sont contenues dans des espèces d'algues, qui sont sur les coquillages souvent, et qui vont déclencher exactement la même chose, une toxie. Car c'est une toxine, infection. C'est-à-dire que la différence avec les bactéries et les virus, c'est que la bactérie, elle a une coque, le virus aussi. Après, elle va libérer ce qui va nous entraîner la maladie, sauf que là, on mange directement ce qui est la toxine qui est à l'intérieur. Voilà, alors ce qui fait que ça va beaucoup plus vite et que la période est donc très courte. Ensuite, il y a des bactéries qui vont sécréter des toxines et qui donnent des incubations de 2 à 4 heures. C'est souvent avec les staphylocoques. Alors ça, on en reparlera peut-être, c'est les mains sales et qui transmettent dans les aliments du staphylocoque. Puis avec un peu plus de délai, d'autres bactéries qui sécrètent des toxines. Alors on est plutôt dans les 4 heures jusqu'à 12 heures. Et puis ensuite, on va passer dans les bactéries qui provoquent une agression du côlon vraiment. C'est plus uniquement la toxine, ou c'est pas la toxine, mais c'est la multiplication de la bactérie. Et là, on est dans le 12 heures à 48 heures. Parce que à chaque fois qu'on a un problème comme ça, tout le monde a eu une intoxication alimentaire un jour, on essaie toujours de savoir d'où ça vient. Alors pour peu qu'on soit allé chez des potes ou dans un restaurant, on se dit tiens, est-ce que c'est ça, mais on ne sait jamais finalement. Ben, on ne sait jamais, sauf si ça se recoupe. Oui, comme la cantine. Voilà, comme la cantine. Mais sinon, on se dit ah mais je suis allé dans un tel restaurant il y a 2 jours, est-ce que ça doit être là, j'ai mangé un truc, on ne sait pas. C'est l'objectif, souvent, quand on est malade, d'essayer de savoir s'il y en a eu d'autres, savoir si on retourne dans tel ou tel restaurant. Le restaurant, le repas, la constitution même du repas, qu'est-ce que tu as mangé, ah ben moi, j'ai pas mangé ça, j'étais très bien. Une enquête, quoi. Ouais. Combien d'enfants ont été touchés au final? 825. D'accord. Il y a eu des enfants hospitalisés ou aucun? A priori, non. J'ai pas... Sur combien d'enfants scolarisés là-bas? Nous, Nord-sur-Anne, il y en a eu 80 touchés, mais comme il y avait 9 communes différentes... Qui ont mangé la même chose? Voilà, qui ont mangé la même chose que le prestataire. Donc la piémontaise, les enfants, ils veulent plus en entendre parler, non, ça les a pas traumatisés. Ils n'ont peut-être pas fait non, ils n'ont pas fait le rapprochement, puisque c'est le mercredi soir et le jeudi matin, pour un repas qui a été mangé le mardi midi. D'accord. Vous avez dit que vous avez pensé à une gastro-entérite au départ pour vos garçons. Léa demande comment on distingue une intoxication alimentaire d'une gastro-entérite. Écoutez, c'est une continuité finalement. La gastro-entérite, c'est la survenue assez brutale d'abord de douleurs qui sont plus haut situées sur l'abdomen, correspond à la projection de l'estomac, et puis ensuite l'apparition de signes de douleurs abdominales et de diarrhée. Et dans les gastro-entérites, il y a un phénomène de vomissement qui est en général le premier signe. D'accord. Comment se fait-il qu'à chaque fois que je mange une pizza dans une pizzeria, je sois atteinte de troubles intestinaux demande Françoise. Et si elle mange des pizzas chez elle? Oui, non, mais voilà. Et le problème, c'est de savoir si c'est toujours dans la même pizzeria, déjà, ou si c'est une allergie peut-être alimentaire à quelque chose qu'il y a dans la pâte ou autre produit, si elle prend toujours la même pizza. Mais bon, on ne peut pas faire l'enquête à sa place. Mais on va regarder en tout cas, le reportage, justement. Voilà, c'était une transition. C'est une façon d'amener... J'ose espérer que ce n'est pas une gastro-entérite à chaque fois. Une intoxication alimentaire. Oui, parce que sinon, il faut fermer le resto. Il faut qu'elle change de pizzeria, oui, c'est ça. Les réglementations européennes et nationales imposent des obligations aux exploitants du secteur alimentaire pour assurer la sécurité des denrées pour le consommateur. En France, les directions départementales de la protection de la population réalisent de nombreux contrôles pour vérifier que les règles sont respectées. Céline Morel et Vincent Barral ont suivi une équipe d'inspectrices dans le département des Hauts-de-Seine. Dans cette boucherie aujourd'hui, des clientes pas comme les autres. Surchaussures, charlottes, blouses, tenue correcte exigée pour ces 2 inspectrices venues contrôler ce commerce. La visite commence dans la chambre froide, véritable coffre-fort du boucher. Donc là, vous avez des carcasses de bovins. Ouais, c'est ça. Juste pour les merguez, c'est vous qui les préparez? C'est nous qui les faisons, D'accord. à base de bœuf et d'agneau. Faut éviter tout ce que vous préparez, de les mettre à proximité des carcasses pour éviter les contaminations qui peuvent être sur les carcasses. C'est des produits que vous avez préparés quand? Ce matin. Ce matin. Donc tout ce que vous mettez sous vide, mettez une date quand même, comme ça vous avez une date de préparation. La visite se poursuit au sous-sol du magasin. Là encore, aucun détail n'échappe à l'inspectrice. Au niveau de la pédale de la poubelle, il faut quand même bien nettoyer. D'accord. On fait aussi un rappel d'hygiène quand on constate une non-conformité, que ce soit sur les locaux ou sur les équipements. Là, on fait un petit rappel pour dire que cet équipement n'est pas conforme.
Retour en boutique. Sous l'œil des clients, l'inspectrice relève la température à plusieurs endroits de la vitrine. Donc là, la température de la vitrine est conforme. Elle est à 2,9 degrés. Le risque de la température très élevée, donc c'est une multiplication des bactéries et donc une contamination des denrées qui peut aller jusqu'à une intoxication alimentaire si les produits sont consommés par le consommateur. Après une dernière vérification des étiquettes de traçabilité, le bilan pour cette boucherie est tout à fait correct. Aucun manquement important à la réglementation n'est à signaler. En revanche, à quelques mètres de là, l'inspection de ce restaurant japonais va révéler bien des surprises. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? C'est du riz qui est cuit depuis quand? Celui-ci? Hier soir. Celui-ci hier soir? Et il est resté à température ambiante? Température normale. Tous les produits préparés doivent rester entre 0 et 3 degrés. Le regard de l'inspectrice se pose partout, même sous les éviers. Alors là, je vois que vous avez un ventilateur. Oui, c'est pour refroidir le plus vite possible dès qu'on arrive besoin. Pour le riz? Pour le riz, c'est ça. C'est pas du tout conseillé en cuisine, hein. Parce que si vous avez des contaminations dans l'air, ça va les ventiler et contaminer votre riz, hein. D'accord? Ce frigo, il est à quelle température, vous savez? Ça se voit pas. Ça se voit pas, d'accord. Plus de 5 degrés s'affichent sur le thermomètre. Problème, le réfrigérateur contient entre autres du saumon frais. Le poisson, c'est un produit très sensible. Et donc là, s'il n'est pas stocké entre 0 et 2 degrés, on peut avoir une prolifération bactérienne. Alors, où est-ce que vous vous lavez les mains? On lave les mains là-bas. Pouvez-vous nous montrer comment vous lavez les mains? Donc, je lave le saumon comme ça. D'accord. Et donc, avec savon comme ça, après, on ferme tout ça. D'accord. Mais vous n'avez pas de savon ni d'essuie-main pour vous sécher les mains après? Savon, non. Non, vous n'avez pas de savon? D'accord. Comme c'est le cas pour ce restaurant, plus de 40% des contrôles effectués par les inspecteurs des Hauts-de-Seine révèlent des manquements aux règles d'hygiène. Chaque année, la direction des Hauts-de-Seine effectue environ 2000 contrôles relatifs aux problématiques d'hygiène. Sur ces 2000 contrôles, un certain nombre donnent lieu à des fermetures, 10 en 2015. Et lorsque les manquements sont moins graves, on peut aller de l'avertissement à la mise en demeure. Le manque d'hygiène et la vétusté de cette cuisine est sans appel. Le patron écope d'une mise en demeure. Il aura moins de 2 mois pour tout remettre en conformité, sous peine de devoir fermer son restaurant. Ouais, j'aime pas trop le japonais, ça me... Mais qui vous dit qu'il était japonais? Asiatique. Ah non, les japonais, là, il y avait, japonais, vous. non, il y avait des sashimi, il y avait des sashimi dans le frigo. D'accord, ok. C'est les japonais. Désirée a mangé des moules hier soir. Ce matin, elle s'est réveillée avec les yeux très gonflés, voire pochés. Est-ce que ça peut être le signe d'une intoxication? C'est peut-être l'hypothèse de la toxine et de la réaction toxinique. Maintenant, il faut se méfier aussi parce qu'avec ce genre de produit, ça peut être aussi un élément allergique. Hein. Donc, une intolérance purement de notre organisme vis-à-vis d'antigènes qui sont contenus dans les fruits de mer. C'est la même chose, ça, je pense, la question d'Anne. Après avoir mangé des crevettes, je suis sorti du restaurant avec des plaques rouges. Faut-il se méfier des crustacés? Alors, il y a deux questions. Faut-il se méfier des crustacés non, je crois qu'il y a beaucoup d'intolérances qui sont des intolérances qui n'ont pas de relation avec une intoxication par un germe. Une sorte d'allergie, oui. Vous disiez que l'école n'avait pas... Vous n'avez pas alerté. La mairie a fait quelque chose ou La pas? mairie, on a eu un papier de l'ARS le lundi. Le lundi. Pour vous dire quoi? Pour dire que, justement, il y avait une intoxication au norovirus dans l'école et que l'enquête suivait son cours. Et vous avez des... Pardon. Ils vous ont pas offert le repas? Non. On l'a payé. Les repas contaminés? Oui. On a demandé justement à ne pas le payer. La mairie nous a répondu non, ils ont été accueillis. Après ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé. Non, ça veut dire qu'ils n'étaient pas obligés de manger à la piémontaise. Oui, voilà, on ne peut pas leur jeter la pierre. Non, c'est tout à fait. Faut-il se méfier des fruits, fraises par exemple, et de la charcuterie? Anne, alors là aussi deux questions. Et... Oui, là aussi, les fraises, les fruits peuvent avoir été contaminés. Hein. Il faut toujours se méfier des contaminations par la manipulation, en particulier des différents produits. Ça, les passer sous l'eau, ça suffit ou pas? Les passer sous l'eau, normalement, ça suffit, oui. Ça fait partie des bonnes règles, justement, d'hygiène qui président à éviter ce genre de problème. Et puis, la charcuterie, là, c'est plus délicat. Alors, vous avez vu d'ailleurs que c'est assez surveillé, c'est même très surveillé, c'est...
toutes les charcuteries, leur préparation, tous les traiteurs, tout ça est extrêmement contrôlé parce qu'effectivement, il y a des possibilités de contamination avec les différents germes. Et en particulier, on se méfie toujours de l'hystéria. On s'en méfie d'autant plus que ça donne des formes plus graves et que ça peut être en particulier toxique chez les femmes enceintes. Ça veut dire qu'une charcuterie qui est restée au soleil 1 heure, qu'on n'a pas remis tout de suite au frigo, on ne la mange plus ? Normalement, c'est... Oui, ça ne doit pas traîner à la non, chaleur. ça ne doit pas traîner. Normalement, il faut qu'on maintienne dans la chaîne le plus fraîche possible les aliments une fois achetés avant de les consommer. Alors, il y a aussi l'histoire des congelés. Ça, c'est le surgelé. Ouais. On dit toujours, un surgelé que vous avez mis au congélateur, qui s'est décongelé, il ne faut pas le recongeler. On a du mal à comprendre. À partir du moment où il était congelé, les bactéries ont été tuées. Si on le... Pas forcément. Non, les parasites, normalement, oui. Les bactéries, c'est pas forcément... non, ça peut, à ce moment-là, se remanifester. Et à ce moment-là, c'est très mauvais de recongeler parce qu'il y a eu... Ce qui veut dire qu'il y a des... Oui, les bactéries qu'on met au congélateur, on les ressort quand on oui, sort du congélateur. Justement, alors ça veut dire que quand vous l'achetez dans le magasin de congélation, que vous les faites tout de suite, les bactéries, elles sont là aussi. Non, mais si vous mettez un sachet de viande congelée dans le congélateur et qu'en le redécongelant, vous avez des bactéries, c'est qu'elles y étaient là au départ, elles ne sont pas rentrées dans le congélateur. Ah oui, non, mais alors attention, il y a toute une chaîne de préparation. Vous avez vu que les services vétérinaires font en sorte que les conditions d'abattage, les conditions de préparation de la viande font qu'il n'y a pas de bactéries, ou il y a un nombre infime de bactéries. On n'est jamais évidemment certain que c'est absolument stérile. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu de prolifération, si vous achetez, que vous congelez dans les délais réglementaires ou que vous consommez dans les délais brefs, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où vous allez laisser du temps à des températures qui permettent la prolifération des germes, que les quelques germes qui peuvent éventuellement être présents et qui ne demandent rien à personne, à ce moment-là, de proliférer et d'entraîner une potentialité de pathologie. Et là, vous les mettez au congélateur et quand vous redécongelez, ils seront là. Et vous serez malade. Mais ça répond toujours pas à ma question. Si. Non. Il n'y en avait que quelques-unes, ça n'avait pas proliféré. Si vous le redécongelez 1 heure et qu'après vous le remettez au congélateur, elles ne se sont pas multipliées en 1 heure. Ça dépend de la rapidité de remultiplication de la bactérie. De toute façon, si vous voulez, il y a aussi des bonnes règles de précaution. Si vous dites aux gens, vous pouvez décongeler puis recongeler, etc., on ne sait plus 1 heure, 2 heures, etc. Mais donc il y a des règles. Pas le magasin de surgelé, là, c'est pas les règles, il faut les respecter si on veut éviter le maximum d'ennuis. Non, j'attaque personne, j'essaye de comprendre. Pourquoi vous avez été malade la semaine dernière? Evelyne nous demande quelles sont les viandes. J'ai une laryngite, ça n'a rien à voir. Les plus susceptibles de provoquer des intoxications alimentaires, les viandes les plus à risque. Les volailles sont à risque, de même que, on peut le dire à ce moment-là aussi, les œufs sont responsables d'intoxication par des salmonelles. Souvent, ce sont ces bactéries-là qui déclenchent les gastroentérites et les intoxications alimentaires. Qui sont manipulées. D'ailleurs, en plus, comme les coques sont poreuses, la coquille d'un œuf est poreuse, il suffit qu'elle soit manipulée par quelqu'un qui a une salmonelle pour qu'il puisse la faire entrer. En général, c'est plutôt à l'intérieur de la volaille que la contamination. Je parle des œufs. Ouais. Des œufs. Parce que la coquille des volailles. La coquille des volailles est moins poreuse. Je vais vous rappeler un truc. On a invité le professeur Bricaire. Vous voyez, pour qu'il réponde aux questions. D'accord. Voilà. Merci. Merci, professeur. Donc, votre réponse vous l'avez faite. Très bien. Très bien. Donc, on va passer à la suivante. Mais je crois que vous allez lancer le deuxième sujet. Vous savez, c'est une bonne idée. Si pour tuer des bactéries responsables d'intoxication alimentaire, on utilisait d'autres bactéries. Eh bien, c'est une stratégie d'attaque qui a déjà fait ses preuves pour prolonger la conservation de la viande. Céline Morel, Timothée Derex et Liane Nassibine. Dans ce laboratoire de l'Institut national de la recherche agronomique, les scientifiques s'intéressent à la conservation de la viande et l'analysent sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, leurs travaux se concentrent sur du carpaccio de bœuf. Premier constat, cette viande, même fraîche, contient de nombreuses bactéries. Quand vous mangez de la viande crue, par exemple un carpaccio, un tartare, eh bien vous mangez beaucoup de bactéries. Vous pouvez manger jusqu'à 200 espèces de bactéries différentes. Enfin, dans les produits frais, bien sûr. Donc et tout ça, ça pose pas de problème. Plaçons maintenant le carpaccio dans un réfrigérateur. 3 semaines plus tard, la viande n'a plus du tout le même aspect, ni la même odeur. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans un produit qui s'est abîmé, qui sent pas très bon, alors là, première surprise, il y en a moins des bactéries. 3 semaines plus tard, la viande n'a plus du tout le même aspect, ni la même odeur. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans un produit qui s'est abîmé, qui sent pas très bon, alors là, première surprise, il y en a moins des bactéries. 3 semaines plus tard, la viande n'a plus du tout le même aspect, ni la même odeur.
Il y en a qui ont pris le dessus, hein. Elles ont interagi les unes avec les autres, il y en a qui sont plus fortes, elles ont produit des composés qui ne sont pas bons. Là, vous avez un candidat, par exemple, qui s'appelle l'Euconostoc gasicomitatum, et donc qui a une forme de coque. Ce sont des bactéries qui se développent donc dans les produits carnés en provoquant leur altération. Et c'est contre ces mauvaises bactéries que les chercheurs ont réussi à mettre au point une solution de bioconservation. L'idée de la bioconservation, c'est de sélectionner les bonnes bactéries et parmi ces bonnes bactéries, les plus performantes d'entre elles, pour les rajouter dans le produit pour qu'elles puissent lutter contre les bactéries d'altération. Et voici une des bonnes bactéries les plus performantes, la star du laboratoire, Lactobacillus sakei, un petit bacille trapu au bout arrondi. Comparons un carpaccio aspergé d'un mélange de plusieurs souches de cette super bactérie à un carpaccio traditionnel. Après 6 jours dans une étuve à 8 degrés, une différence apparaît déjà à l'œil nu. Et pour voir l'invisible, les échantillons sont plongés dans un liquide capable de décrocher les bactéries de la viande. Ce liquide est ensuite prélevé, centrifugé et analysé. On voit que dans un échantillon qui n'a pas été traité avec le spray qui contient les bactéries de biopréservation, on a un signal qui apparaît relativement vite. En revanche, dans l'échantillon qui a été traité avec le même spray de biopréservation, on voit que le signal apparaît plus tardivement, ce qui nous indique que notre cocktail a été efficace pour limiter le développement de cette bactérie d'altération. Lutter de cette manière contre les bactéries qui altèrent l'aspect de la viande pourrait donc servir de modèle pour un autre combat, la lutte contre les bactéries responsables d'intoxication alimentaire. Philippe demande combien de temps on peut garder au réfrigérateur une viande fraîche qu'on a achetée chez le boucher. Si le frigidaire, c'est en général, mais c'est au frigidaire. Oui, c'est ça, le réfrigérateur. Donc à C'est pour 4 ça qu'on dit degrés. réfrigérateur, c'est une marque frigidaire. Toute mon enfance, on me l'a dit ça. Oui, on absolument. Bon, je crois que c'est passé dans le Ça n'est pas langage grave. commun. Oui, mais on dira réfrigérateur. Dans le réfrigérateur. On ne doit même pas dire frigo, théoriquement. Parce que c'est- Bon, on peut répondre à la question? Oui, professeur Briquet. Oui, oui. Donc, normalement, une viande se garde 48 heures. Au froid, on va dire au froid. Au froid. 48 heures. D'accord. Et si c'est steak haché, Ah on non, mange alors tout les de suite. steaks hachés, ça doit être consommé immédiatement. Donc, dans les Car pas pour le moins de lendemain. 24 heures. Chez le boucher. Est-ce qu'on risque une intoxication en mangeant des croûtes de fromage? Alors, les croûtes de fromage peuvent contenir aussi des germes. Et là encore, on retrouve ces fameuses listeria qui sont en plus grande quantité potentiellement dans ces parties du fromage. Donc, là encore, des précautions chez les sujets fragiles, les femmes enceintes et les immunodéprimés qui ne doivent pas être contaminés par ce genre de bactéries. D'accord. Maëlle, vous êtes aujourd'hui un peu sensibilisée Pardon. Vous êtes sensibilisée, Maëlle, aujourd'hui à l'alimentation, aux intoxications éventuelles, plus qu'avant ou pas? Moi, j'ai bien essayé de rechercher sur Internet, mais alors on se fait très peur, très vite. Et du coup, on a toutes les possibilités et pas plus, quoi. On se lave les mains avant, on se lave les mains après. Oui, mais est-ce que du service, la société qui fournissait les repas à l'école, il y a eu un message, quelque chose? Vous avez eu des trucs pour vous rassurer? Parce que vous pouvez vous dire que ça va recommencer. Non, il y a juste le point presse de l'ARS disant que ils n'avaient pas trouvé chez le prestataire et qu'ils soupçonnaient une contamination par les produits de la piémontaise, mais c'est tout. On n'a pas plus de nouvelles. Les probiotiques peuvent-ils être efficaces pour éviter les intoxications alimentaires dans les pays à faible hygiène? Demande Tib. En fait, les probiotiques, ce sont des aliments qu'on prend. Enfin, c'est contenu dans les aliments qui vont permettre à la flore intestinale de se renouveler. Voilà, on se retrouve un petit peu avec ce qui a été décrit dans le reportage, hein, les bonnes bactéries qui vont attaquer les mauvaises. Donc c'est un peu l'objectif. Donc ça se retrouve dans beaucoup de circonstances. Hein. Dans notre tube digestif, d'ailleurs, quand on dit aux gens qui mangent des antibiotiques, prenez des yaourts, c'est parce qu'il y a ces bonnes bactéries qui sont là pour éviter... La fameuse ultra-levure qu'on prenait avec les antibiotiques quand on était petit. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Il faut qu'on continue à en prendre parce qu'on en donne beaucoup moins. Oui. C'est important ou pas? L'ultra-levure avec les... Non, l'ultra-levure, on a démontré que c'était pas très efficace, que il n'y avait pas suffisamment de produits pour que ça serve vraiment à quelque chose. Alors, manger un yaourt, c'est tout aussi... Alors, on peut dire yaourt, oui, ça va. C'est fait de toute façon. Nous disons yogourt.
Ça contient un certain nombre de lactobacilles qui réensemencent aussi bien l'intestin quand on prend des antibiotiques. On nous demande comment on soigne une intoxication alimentaire, parce que finalement d'éliminer les toxines c'est aussi pas mal. Est-ce qu'il faut tout freiner? Non, alors, de toute façon, les toxines, elles vont s'éliminer toutes seules. Donc, par conséquent, on ne fait rien du tout. On n'a pas de produit contre les toxines. Deuxièmement, contre les bactéries, en général, le temps que l'on met à trouver la bactérie en question, on est guéri. Donc, par conséquent, il ne reste que les bactéries qui prolifèrent de façon importante. Les plus sévères, c'est les salmonelles, c'est les shigelles. Et à ce moment-là, on donne des antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui marchent très bien, les ampicillines, les quinolones qui marchent tout à fait. Et de prendre des antidiarrhéiques, antivomitifs, tout ça, non, ça, c'est pas très bon. D'accord. C'est pas très bon parce que on ralentit le transit intestinal et on maintient à l'intérieur de son côlon et de son tube digestif et la toxine et les bactéries. Donc ça, il faut éviter à tout prix. Et puis, ce qui est important, c'est de s'hydrater. C'est de s'hydrater, puisqu'on a de la diarrhée. Merci beaucoup. Merci Mal d'avoir accepté notre invitation. Merci professeur Briquet. On reparlera de toute façon. Excusez-le, hein, vous savez. On reparlera de toute façon il y a sans arrêt des gastro, des intoxications. D'ailleurs, les journalistes disent souvent E. coli. Vous avez remarqué? Oui. Hein, c'est drôle ça. Que vous alliez balancer. Non, c'est drôle. Sûre, hein. C'est une intoxication à E. coli. C'est chez Richard. Demain, dans le docteur, on répondra à toutes vos questions sur la maladie de Lyme. Passez une très bonne après-midi. À demain.